Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que lundi, c'était pas trop pire pour vous. Il y a eu de la pluie verglaçante dans mon coin, mais rien de catastrophique, là. C'était plus de la pluie que du verglas. Donc, aujourd'hui, on va lire Au cœur de l'hiver, un roman d'Ève Matatia qui a été publié en décembre 2023. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Et pour le résumé, ça va comme suit. Il était une fois un monde d'hiver en déliquescence où le soleil se fragmente en morceaux. Il était une fois les flots du temps, Ouar Cronuit, un dragon dont on a volé le cœur. Il était une fois un roi impuissant, dont la volonté a été raflée par le peuple des ombres. Cette quête est celle de Yellen l'immortel, mercenaire aux lèvres de glace. Coupable d'un crime cosmique, son orgueil sera sa chute. C'est une réécriture Dark Fantasy du conte de la Reine des Neiges sur les terres glaciales d'Almar. Alors, sans plus tarder, on va aller lire l'extrait qui est ici. À augmenter. Alors, une petite citation ici. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sauta dans le cœur, et alors c'était affreux. Le cœur devenait un bloc de glace. Citation d'Hans Christian Andersen qui a écrit La Reine des Neiges. Oh, une autre citation. I'm surrounded by the circle of fire, but eternal ice has frozen my heart. I'm lost in the pathways of time. Que je pense que c'est une chanson de. La chanson, c'est peut-être Winter Sun, The Son of Winter and Stars, ou c'est l'inverse. Pardonnez-moi pour ma. Comment on pourrait dire ça? Mon manque de culture. Voilà. Prologue. Un dragon à l'agonie. La douleur. Un instant d'éternité auparavant, il n'y avait rien. Il dormait, dans ce sommeil au-delà du temps. Puis, il ne sut quand, il ne sut comment, une brûlure intenable irradia dans toute sa cage thoracique. Il poussa un rugissement rauque qui ébranla les flots et poussa à la fuite les feux follets dansant autour de lui. Et déploya ses ailes et rua, rendu fou par la souffrance, trop aveuglé pour prêter attention à cet univers qu'il détruisait. Ses griffes éraflèrent des planètes, brisèrent le cocon de glace qui les protégeait, et les flots se déversèrent dans l'atmosphère, gelant aussitôt toute vie là-bas. Sa gueule s'ouvrit, béante, et il engloutit la substance même du temps, son essence, dans l'espoir que ce froid calmerait le feu en lui. Hey, salut Skaos, merci de ton passage. Merci pour ton lien, que j'espère que tu vas apprécier cette lecture. En vain. Il se contorsionna, hurla, gémit, et tenta de frapper son torse de ses cornes, mais rien n'aboutit. À peine éveillé de son sommeil éternel, il ne parvenait pas à reprendre ses esprits. Cette douleur occupait toute la place dans ses pensées. Alors il rua, de droite, de gauche, sans prêter attention au monde saccagé qu'il laissait derrière lui. Son errance s'éternisa. Il ne possédait ni la capacité ni les moyens de mesurer le temps qui s'écoulait. Seules les flammes léchant l'intérieur de sa cage thoracique pulsaient dans ses tempes. Son souffle erratique, déchirant sa gorge à chaque inspiration, constituait sa seule réalité. Là, ça brillait, ça brûlait, doré, au milieu des flots qui s'écoulaient plus rapidement, plus fluides autour de ce morceau de soleil éternel. Il ramena son regard sur cette chose et, toujours pris dans sa furie, ouvrant la gueule, dévoila ses crocs, dans l'espoir insensé que ce minuscule fragment pût attirer le brasier qui le tourmentait, qui le torturait, excusez-moi. Mais il obtint le résultat inverse. Comme dans l'infinité de ses essais précédents, les flots s'engouffrèrent dans sa gorge, emportant avec eux ce minuscule fragment. Un miracle se produisit. La souffrance en son sein reflua un peu et il put recouvrer légèrement sa lucidité. Intrigué, il fronça les longues traînées ténébreuses qui lui servaient de sourcils et, choisissant d'expérimenter, il se mit en quête d'eau fragments. Chacun atténuait quelque temps les flammes qui le dévoraient de l'intérieur, mais pas assez pour l'apaiser. À chaque fragment avalé, son appétit pour le suivant grandissait. Ainsi, de fragment en fragment, il découvrit une planète autour de laquelle ces morceaux de lumière tourbillonnaient, sur laquelle il tombait, excusez. Affamé, il se rua sur ce petit bout de vie et parvint à se montrer suffisamment lucide pour ne pas fracasser la barrière de glace qui protégeait cette planète, évitant de condamner Elmar à une terrible apocalypse.
Apocalypse. Là, il espérait trouver enfin de quoi faire taire sa douleur. Il ignorait laquelle de ces deux émotions l'avait le plus détourné de ses tourments. L'ivresse de la chute parmi les flocons et les fragments qui frappaient au gré du vent, ou l'excitation de la découverte de ce monde neuf. Avait-il déjà foulé un sol? Avait-il déjà plongé ses pattes dans la neige si douce? Il l'ignorait. La douleur dans son thorax s'était apaisée. Chaleur lancinante et non plus souffrance aiguë. Il pouvait à présent réfléchir, chercher à comprendre ce qui lui était arrivé et réparer. Puis, au gré de ses pérégrinations parmi les glaces d'Elmar, il les vit, les humains. Ses yeux divins virent et la jalousie le consuma. Car là où il se contentait d'exister, les humains vivaient. Il pouvait sonder leurs esprits et il vit des rêves, des espoirs, des projets, toutes ces émotions dont il n'avait rien su jusqu'à ce jour, à part pour celles causées par la douleur qu'on avait implantée dans son torse. Il poussa un hurlement qui déchira les airs et les humains l'entendirent, puis commencèrent à le fuir. Alors il se rapprocha d'eux, de l'une de leurs villes, ces étranges morceaux de bois empilés les uns sur les autres dans lesquels ils s'étassaient, pour mieux comprendre d'où leur venait toute la richesse de leur vie. Il comprit. Le cœur battait, s'animait, le cœur vivait. Et lui, et sonda son enveloppe physique, simple émanation là où les humains possédaient un véritable corps, et la lumière apparut dans son esprit. Son propre cœur, ce morceau de glace éternelle plus froide que les flots les plus immobiles, se tint immobilisé en un hiver sans fin. On le lui avait volé, on l'avait remplacé par une simple bulle, une sphère de glace ne contenant rien. C'est de là que venait cette douleur. Pourtant, il sentait son cœur tout proche dans ce monde. Le cri qui poussa résonna, plus rauque encore. Il venait de découvrir la rage. Elle s'ancra dans son faux cœur. Il se vengerait. Il ferait payer à ces êtres misérables l'humiliation qu'ils subissaient depuis son éveil, leur orgueil pour l'avoir tiré de son sommeil, cette vie qu'ils étalaient aussi impudemment devant ses yeux. Un plan germa dans son esprit et il le mit à exécution. Le rêve de ténèbres, son invention vengeresse, s'ancrait doucement dans cette ville d'humains. Cela ne le soulageait qu'à peine, seule une pointe d'amertume était née dans son faux cœur, et il la goûta comme on déguste un fruit exotique. Il mêla donc à ses anciennes activités une nouvelle exploration des alentours, car il avait senti sur ce continent la présence d'une forme d'existence plus semblable à la sienne. Il n'eut pas à chercher longtemps, car bientôt son chemin croisa celui des esprits des ombres, et, avant qu'il ne sût qui avait cherché la trace de l'autre, leur pacte était déjà passé. Les ombres, qui parcouraient Elmar dans une croisade punitive, retrouveraient son voleur et le lui amèneraient, pieds et poings liés. Pendant ce temps, il étendrait son rêve de ténèbres pour contribuer au châtiment des humains, auquel les ombres adhéraient. Les humains, ces six créatures assez agorantes pour lui voler son cœur et, par leur démesure, causer l'étiolement de l'autre force primordiale de l'univers, sa force complémentaire, ne méritaient plus la place qui leur avait été accordée. Il châtirait les humains d'Elmar. Je parti. Chapitre 1. Excusez. Chapitre 1. La volonté du roi. Il existe un lieu où le temps possède une existence tangible. Les flots, cette immensité cosmique dans laquelle baigne notre planète. Mitsa, carnet de sauvegarde des savoirs. Yélène en avait déjà assez. Elle n'aurait jamais dû accepter de se rendre dans la capitale. Elle marchait d'un pas rapide à travers les rues, sa capuche noire rabattue sur son visage, le corps enveloppé dans les pentes de sa cape pour se protéger autant de la neige que de la foule. Son attitude peu amène dissuadait les passants de trop s'approcher d'elle. La jeune femme poussa un juron. Elle n'en pouvait plus de ce brouhaha ambiant qui agressait ses oreilles. Les marchands hélaient le chaland d'un côté à l'autre de la rue, les voisins discutaient entre eux fenêtres ouvertes à travers les flocons qui tombaient, les enfants couraient et chahutaient. Elle regrettait le silence des plaines glacées où elle avait trouvé refuge. L'odeur, elle aussi, dérangeait Hélène. Une odeur désagréable où se mélangeaient les fumées des plats des marchands ambulants, les fragrances de fleurs déposées çà et là sur une rambarde ou dans une chevelure avec l'illusion idiote de chasser l'hiver, ou encore la puanteur de la sueur de tant de corps rassemblés. À cette débauche de parfum se mêlait un excès de couleurs différentes qui blessait ses yeux. Rien à voir avec les teintes sombres des sous-bois ni avec leur senteur, qui avait rythmé ses journées de solitude.
Un enfant la percuta dans sa course et elle le pétrifia sur place d'un regard brûlant de froide antipathie. Pâle et tremblant, il ouvrait à peine la bouche pour bredouiller des excuses que déjà, Hélène le repoussait d'une main ferme. Il trébucha en reculant et heurta le mur le plus proche avec un cri de détresse. La mercenaire soupira. Elle ne voulait pas perdre son temps à cause de Mioche. On l'attardait au palais. Elle ne prêta pas attention à l'attroupement outré qui se forma autour d'elle et distribua quelques coups d'épaule pour se libérer des badauds trop entreprenants. Elle l'accéléra quand elle entendit quelques passeurs reconnaître cette mercenaire qui avait déjà semé quelques troubles dans la ville lors des précédentes missions données par le roi. Elle renifla de mépris. La capitale, quelle aberration! Brise-Neige, quel nom absurde! Des maisons de plusieurs étages à la façade ocre, sur lesquelles des poutres apparentes s'entrecroisaient. Des toits multicolores dont les tuiles dessinaient des motifs bigarrés. De larges fenêtres ouvertes aux balcons fleuris. Rien à voir avec Sombreville, ni avec tous ces villages traditionnels dont Hélène chérissait l'intemporelle mélancolie. Brise-Neige n'était à ses yeux qu'un immense dortoir. Elle rassemblait plus d'humains en son sein que dans tout Elmore quelques décennies plus tôt. Pour leur permettre de passer plus de bon temps que de raison et de faire prospérer cette nouvelle ville en dépit de la sobriété que les esprits leur apprenaient depuis toujours, Brise-Neige leur offrait la possibilité de profiter d'une multitude de loisirs grâce à la servitude des esprits du vent. Ils portaient les messages, poussaient les bateaux, séchaient le linge suspendu entre deux fenêtres, et pendant ce temps, les fragments tombaient. Hélène haïssait la capitale pour ce mensonge qu'elle lui crachait au visage. Non, le bonheur n'existait pas, même avec des esprits esclaves. La jeune femme avait réussi à s'écarter des rues les plus peuplées et à traverser un petit parc. Là, le chant du vent dans les branches des pins et le vol des oies sauvages résonnaient tout aussi fort que la rumeur étouffée des rues alentour. Hélène parvint à se détendre un peu. Sans qu'elle s'en rendît compte, sa marche devint moins nerveuse et moins pressée. La neige continuait de tomber, ininterrompue, en épais flocons qui dansaient dans un ballet hypnotique. Hélène leva un instant la tête pour admirer ces étoiles de glace qui descendaient du ciel, couvraient les graviers, les branches et les passants d'un doux manteau blanc. D'un doux manteau d'oubli et de silence, car ici, où il fondait bien moins vite que dans les artères principales, il étouffait ses nuisances sonores. Elle rabaissa la tête avec un pincement au cœur. Une nouvelle salve de fragments commença à tomber, alors que la neige venait à peine de se reformer. Comme elle le craignait, ils étaient bien plus denses au-dessus de Brise-Neige, dont les habitants se comportaient comme si la nature ne connaissait aucune limite. Ceux-ci se contentaient de se promener avec un ridicule petit parapluie de glace distribué par les magiciens royaux pour se prémunir des effets néfastes de ces morceaux de soleil qui jonchaient le sol. Elle-même s'assura que sa capuche ensorcelée couvrait bien son visage. Contrairement au feu des humains, les fragments pouvaient faire fondre ses lèvres gelées. Hélène ouvrit sa main gantée de cuir et de métal devant son visage pour recueillir un peu de ces lucioles que leur offrait le ciel. Des flocons se déposèrent sous sa paume et fondirent en quelques secondes, mais parmi eux, quelques cristaux de lumière se détachaient. Ils projetaient une lueur tremblotante sur le gant de Hélène, qui s'en débarrassa après les avoir observés. Lorsque les fragments touchèrent le sol, la neige fondit sur quelques millimètres de diamètre, sans laisser aucune flaque, et l'herbe se couvrit sur ce petit rayon de frêles corolles colorées. Le cercle de lumière brilla, et les fleurs, vieillies, fanèrent. Un moineau, non loin de là, faillit se retrouver capturé sous l'influence du fragment. Il battit des ailes, désespéré, mais Hélène le récupéra délicatement entre les paumes de ses mains et le déposa plus loin, à l'abri. Déjà, Hélène s'éloignait à grands pas. Par réflexe, elle voulut étirer ses lèvres en un sourire amer, mais une douleur à ses commissures l'empêcha. Un soupir lui échappa et elle porta sa main à son visage. Du bout des doigts, elle effleura la gangue de glace d'un mauve violacé, lui tenant lieu de lèvres, cette rigide sculpture gelée qui s'étendait peu à peu à tout son corps. Avec un haussement d'épaules, elle chassa cette pensée et reprit son chemin vers le palais, d'un pas à nouveau pressé. Cela n'arriverait pas tout de suite, et il lui restait bien des choses auxquelles penser entre-temps. Et puis, c'était peu cher à payer pour obtenir l'immortalité. À nouveau, les rues passantes. Ce brusque retour du bruit la frappa comme une claque, et Hélène serra les dents ainsi que les poings dans ses poches. Elle rentra les épaules, baissa la tête, prête à fendre cette foule comme un éclair déchire les ténèbres. Belle et mystérieuse demoiselle, mirez donc les miracles que je puis vous offrir. Hélène ne réagit pas à cette voix chaude et ronde qui la hélait.
Aucun bibelot ne l'intéressait et cette manière de chercher à la flatter la repoussait. Mais le bonimenteur ne sembla pas refroidi par cette attitude aussi gelée que les plaines en dehors de Brie-Neige. Peut-être souhaitez-vous un talisman qui vous permette de guérir votre mari plus vite de ses blessures? Ou peut-être une potion grâce à laquelle vous porterez ses enfants moins de 9 mois pour être svelte et élégante plus rapidement? Ou préférez-vous obtenir une beauté telle que tous les hommes vous regarderont avec des yeux brillants de 1000 fragments? Elle fit volte-face et le foudroya de ses yeux jaunes. Elle se prit se peigner sur le visage rubicond de ce quadragénaire, tandis que Yellen s'approchait de lui à grande enjambée. La foule de curieux, dont certains avaient entendu parler du retour de cette mercenaire agressive qui arpentait les rues, se rassembla et son brouhaha redevint plus intense. Certains attendaient avec impatience la confrontation, d'autres espéraient une juste vengeance contre cette étrangère. Yellen ne remarqua même pas tous ces regards tournés dans sa direction. Elle ne voyait plus les habits chamarrés de la foule ni la roulotte dans laquelle l'homme cachait ses potions. Plus rien n'existait pour elle, excepté les petits yeux effrayés de celui-ci. Toute son attention était fixée sur ce charlatan aux cheveux gras. « Hey, salut, Hey Shooter, comment vas-tu? » Je continuais ma lecture entre-temps. Lorsqu'elle arriva à nouveau, à son niveau, son bras jaillit de sous sa lourde cape en un éclair d'acier. Ses doigts vinrent enserrer le cou de l'homme, sa poigne de mercenaire renforcée par son armure. La surprise de sa victime se changea en effroi, puis quelques lames vinrent orner ses cils pour se figer aussitôt sous ses joues. D'une voix pitoyable, le bonimenteur supplia. « Noble dame, je vous en supplie, laissez-moi. Je vous offrirai tous les talismans et toutes les potions que vous voudrez. Je peux même vous donner la force, le courage. Grâce à la puissance des fragments, je... » Irritée par ce babillage incessant, Yellen projeta l'homme au sol d'un geste ample du bras. La foule s'écarta avec un cri perçant et le charlatan s'écrasa en une pose lamentable sous ses pavés dont les fragments tombés du ciel avaient déjà fait disparaître la boue. Il y resta quelques instants, tremblant, n'osant se retourner, n'osant affronter du regard cette furie sortie des contrées les plus éloignées et les plus ténébreuses d'Elmar. Là où les morceaux de soleil touchaient sa peau, des rides apparurent, mais nul ne songea à le protéger de son parapluie. Une multitude d'éclats dorés l'enveloppa d'une chaleur peu rassurante et quelques-uns de ses cheveux blanchirent. Les dents serrées, Yellen arracha un parapluie des mains d'un passant, qui pourrait s'abriter sous celui de son compagnon, et le tendit à ses victimes. Le charlatan s'en saisit, repoussa les fragments autour de lui, et les effets cessèrent de se faire sentir. D'une voix où le mépris le disputait à la colère, Yellen souffla. « Arrête de toucher aux fragments, imbécile! » D'un même mouvement, elle ramena sa cape contre elle et se prépara à reprendre la route. Cependant, en proie au doute, elle hésita et se rapprocha de la roulotte. Elle ne pouvait pas partir comme ça. Là, entre les planches de bois clair, dans des paniers d'osier, différents bijoux et fioles émettaient tous la lueur tremblante des fragments, qu'ils fussent enchâssés ou dissous dans des solutions sans doute nocives, même en faible quantité. Elle ferma son poing et, sous le regard choqué de la foule, frappa ses marchandises de pacotille qui vinrent s'éparpiller au sol, formant des constellations sous ce ciel de boue et de pierre. Et ne risqueraient plus de se mettre en danger par leur utilisation abusive de ces cadeaux du ciel, dont ils ignoraient tout et ne comprenaient rien. Une exclamation outrée accueillit son geste, mais elle ne s'en soucia pas. Son bras avait déjà disparu sous sa cape. Elle durcit son esprit, repoussa sa crispation pour transpercer cette foule vers l'air libre. Excusez-moi. Elle ne prendrait pas la peine de répéter une nouvelle fois son avertissement. Il valait mieux pour eux qu'ils l'eussent compris. Pas un seul instant, elle ne se soucia des possibles conséquences de ses actes. Le temps que cette altercation parvint aux oreilles de la maréchaussée, si jamais elle y parvenait un jour, elle aurait disparu et l'on penserait à un nouveau scandale éphémère. Tandis qu'elle tentait d'échapper à cette épaisse marée humaine, l'outrage des passants se mua peu à peu en étonnement et des avis contradictoires bougonnèrent. Yellen ne put empêcher leurs échanges de fleurir son attention. Moi, mon chaman dit que les fragments viennent directement du soleil. Le soleil qui se brise et qui tombe? Il est pas un peu fou, ton chaman? Bah, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Ça tombe directement du ciel, comme de minuscules étoiles filantes. C'est des morceaux de soleil, pour sûr. Là-haut, un esprit nous offre de nouvelles bénédictions. Ça ressemble à un soleil. Et puis, quoi encore? T'as jamais regardé un fragment, toi? Ça ressemble à une écaille. C'est doré, oui, mais c'est dentelé, rugueux, épais, comme les écailles de tortues de l'océan. C'est ça, et tu veux nous faire croire que le soleil, c'est une tortue? Un dragon, peut-être, tant qu'il tu y es. Yellen haussa les épaules.
Tandis qu'elle s'éloignait de la foule, les rumeurs de ce débat stérile devenaient de plus en plus faibles. Mais elle se reprit, ralentit légèrement, et tendit l'oreille pour se délecter de leur ignorance, dans laquelle ils semblaient si sûrs d'eux-mêmes. Et c'est pas absurde, ça? Pourquoi le soleil ne serait pas un esprit, comme le vent, l'eau, l'ombre? C'est le soleil par l'hiver. Si c'est un esprit, il doit être bien puissant, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit un dragon. Arrête, c'est n'importe quoi. Aucun esprit n'est suffisamment puissant pour se transformer en dragon. Ça n'existe que dans les légendes. Mais si, écoutez-moi, le soleil pourrait être un esprit. Si les fragments viennent de lui, ça expliquerait pourquoi ils peuvent accélérer le temps et défaire la magie. Et nous rendre malades, ricana une autre voix. Un éclat de rire accompagna cette dernière boutade, mais Hélène se trouvait trop loin pour qu'il agressât ses oreilles. À peine un pincement serra-t-il son cœur pour ce pauvre homme si proche de la vérité, raillé par ses congénères. Elle savait que le temps s'écoulait de plus en plus vite, surtout Elmar. Elle savait que les fragments provenaient du soleil qui, là-haut, se mourait lentement à cause du déséquilibre de plus en plus grand causé par les humains. Elle savait que si cela apportait actuellement des bénéfices confinant au miracle, un avenir bien plus sombre se profilait à l'horizon. Cependant, l'avenir n'était pas son terrain de jeu. Donc, tu avais un mal de tête, mais pose-toi bien, prends ça relax aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma lecture. Ah, puis je vais me prendre une gorgée aussi. C'était celui des Wise ou des Wiz. Des Wiz, on va dire des Wiz. Un long soupir s'exhala des lèvres de Yellen. À la mention de ce nom, des sentiments contradictoires naissaient en elle. Elle aurait voulu lever un poing vengeur vers le ciel et hurler sa rage, sa peine. Elle aurait voulu verser des larmes malgré ses yeux secs, sentir les bras d'Ewiz se refermer autour d'elle et la bercer comme un enfant. Elle aurait voulu qu'Ewiz n'eût jamais fui, elle aurait voulu la serrer elle aussi contre son cœur, que leur histoire ne se fût pas finie ainsi. Alors, dans cette rue qu'elle aurait voulu fuir, il lui sembla plonger dans une nouvelle dimension. Elle sombrait dans ses souvenirs. Des centaines d'images flottaient autour d'elle, dans son esprit, vestiges d'un rêve à jamais mort. Les étendues de neige et de ténèbres où elles s'étaient rencontrées, cette contrée sauvage loin de toute humanité pour ceux qui ne voulaient plus vivre parmi leurs semblables, les sapins à perte de vue et leur agréable fragrance après la pluie. L'éclat dans les yeux d'Ewiz la première fois qu'elle lui avait souri. La chaleur qui avait jadis enveloppé le cœur de Hélène, après avoir passé tant de temps à faire naître cette lumière dans ses iris, sa douce voix perlée, sa manière de poser ses petits doigts sur son visage quand elle réfléchissait, sa volonté de tenir tête à Hélène quand tous baissaient les yeux face à cette mercenaire renfermée. Leurs étreintes, leurs baisers, le départ forcé, loin de ces terres qui avaient abrité leur idylle, le douloureux retour parmi l'humanité, la séparation, la souffrance, déchirure intolérable. Puis la dispute. Le départ d'Ewiz, qui avait fui jusque dans le ciel. Laquelle de ces étoiles était-elle devenue? Après cette trahison, la solitude, brasier qui croissait peu à peu dans le sein de Hélène. Solitude qui creusait, jour après jour, un vide se remplissant de rage et de haine. Il lui fallait Ewiz. Inspirant, elle marqua une pause et se rapprocha du bas-côté pour ne pas gêner la foule par son arrêt. D'un geste d'épaule, elle ramena devant elle l'une de ses sacoches, dont elle souleva le rabat. Elle y plongea une main, les yeux mi-clos, et sentit sous ses doigts le froid mordant d'une multitude de coques de glace. D'une multitude de bulles, ces petites sphères qui permettaient de ranger, conserver et transporter un grand nombre de denrées et dans lesquelles elle avait apporté ce dont elle pensait avoir besoin pour la suite. Parmi ces bulles de taille restreinte, elle finit par en trouver une plus grosse, à la paroi plus lisse. Son cœur se serra et, se mordant la lèvre, elle la sortit de la sacoche. La bulle prenait toute la place dans sa paume et, si une vague de froid en émanait, empêchant la chaleur de sa paume de la faire fondre, Hélène ne ressentait pas de douleur pour autant. Mais elle gardait le regard détourné, la tête baissée. Elle ne parvenait pas encore à fixer ce qu'elle tenait dans sa main. Dans quel état le trouverait-elle? Dans quel état voulait-elle le trouver? Enfin, elle tourna la tête. Dans la bulle, une rose solitaire semblait flotter. Ses pétales, d'un rouge pâle, formaient 3 rangées autour du cœur. Sur sa longue tige en vert sombre, des petites épines commençaient à se pointer. Les doigts de Hélène se crispèrent contre la paroi de glace. Sa relation avec Ewiz. Leur amour et leur futur possible, emprisonnés dans cette rose par le chaman des terres de neige et de peine avant leur départ. Tout ce qui lui restait depuis la fuite d'Ewiz. Tant que la rose vivait, elle prouvait qu'il leur restait une chance de se revoir.
Un soupir de soulagement secoua les épaules de Yellen. La fleur resplendissait encore, plutôt en bonne santé. La mercenaire l'utiliserait comme boussole pour retrouver sa bien-aimée. Elle rangea la bulle avec les autres dans sa sacoche. Ce maigre extase ne comblerait pas le vide dans son cœur, qui pesait plus lourd chaque jour. Tout réconfort bien vite envolé, elle reprit sa route. Pourquoi avoir à nouveau pensé à Ewiz? La douleur brûlait son cœur et elle ne savait comment l'exorciser. Elle voulait leur offrir l'immortalité, à sa bien-aimée et à elle, pour vivre une éternité heureuse ensemble. Mais Ewiz, au lieu de la remercier, avait profité de ses sales pouvoirs pour se transformer en étoile. Yellen releva brusquement la tête, sa capuche glissa le long de sa chevelure de ténèbres, et elle rugit vers le ciel, vers ses flocons mêlés de rayons de soleil qui poursuivaient leur danse hypnotique. « Tu n'es qu'une ingrate, Ewiz! Une ingrate! » Apeurés par ces vociférations, les passants s'écartèrent et une rumeur supplémentaire vint alimenter celle d'une femme colérique en armure qui effrayait les enfants et dévalisait les vendeurs de fragments. Yellen replaça sa capuche d'un geste sec et maudit les badauds de s'être écartés. La rencontre entre l'un de leurs visages et son poing restait le seul moyen, à sa connaissance, de museler l'agonie qui torturait son âme. Elle se rata au dernier instant d'envoyer ses phalanges frapper le mur du bâtiment le plus proche. Un bâtiment de pierre, alors qu'on n'en trouvait qu'aux confins d'Elmar. Quelle hérésie, de la pierre! Et ce pauvre esprit du vent condamné à souffler pour nettoyer les détritus que la foule amassait au pied de cette façade. Mais elle s'était déjà trop donnée en spectacle, elle avait déjà trop traîné. Yellen épousseta son gant, qui n'avait pourtant rien touché, et tenta de reprendre ses esprits. Elle se remit en marche, espérant que la vitesse et le vent la calmeraient. Si elle continuait à semer la terreur à Brille-Neige dès le jour de son arrivée, il y faudrait rendre des comptes au roi, ce qui annonçait une entrevue du plus mauvais ton. Tout en progressant, elle parvint à ne plus prêter attention aux passants. « Ah, regarde, c'est la dame qui a détruit la carriole du marchand! » Sortie de son maresse par cette petite voix aiguë, elle lança un regard mauvais à cet enfant que sa mère tentait d'éloigner en lui intimant le silence. Cependant, l'enfant ne semblait pas l'entendre de cette oreille, car un grand sourire éclaira son visage et il tendit un doigt vers la mercenaire. « Mais si, mince, c'est Yellen immortelle, la guerrière aux lèvres de glace. Elle était déjà venue à Brille-Neige il y a 2 ans et elle est revenue. C'est elle qui a chassé les esprits des hommes quand le village de la tante à Jacob. C'est elle qui a sauvé le village de Natalia quand il y a eu la crue. C'est elle qui a déjà eu un pieu planté dans le cœur qui l'a arraché et que la blessure était déjà enfermée. Ils me l'ont dit! » Yellen poussa un soupir suffisamment audible et l'enfant se tut. Elle savait que les habitants d'Elmar finiraient par se souvenir d'elle et de ses hauts faits, et de ses précédents éclats dans ces mêmes rues. Il fallait bien qu'elle occupât son éternité de solitude, or son caractère, tout autant que son physique, ne la laissait pas passer inaperçue. Elle détestait être dévisagée avec un tel regard empli d'admiration. De geste théâtral, elle ôta sa capuche noire aux liserés d'argent, révélant un pâle visage triangulaire, encadré de cheveux raides qui lui arrivaient aux épaules. Au milieu de son teint de neige, ses yeux d'ambre et ses lèvres de glace détonnaient, permettant à tous de la reconnaître. Elle s'avança en fixant l'enfant droit dans les yeux. Elle fit onduler sa cape derrière elle, sa cape enchantée, qui la protégeait des fragments, et danser la hache à 2 mains qu'elle portait dans son dos. Les flocons tombés du ciel venaient éclairer les pièces de son armure, sa tunique noire et son pantalon tout aussi sombre. Sur son épaulière droite, 3 ailes ressortaient, le détail des plumes ciselées dans le métal reflétant la lumière du soleil. Au fur et à mesure que Yellen s'approchait, ses hautes bottes crissaient et laissaient des empreintes dans la neige, et l'enfant semblait devenir de plus en plus béat. « Hé, salut Catastrophe, comment vas-tu? Merci de venir m'entendre lire Au cœur de l'hiver, un roman de Dark Fantasy. » Yellen posa un genou à terre et une main sur l'épaule du petit, sous le regard foudroyant de la mère qui n'osait intervenir. Les yeux de celui-ci brillaient d'un éclat plus puissant que les plus belles étoiles du ciel. Elle aurait pu entendre son cœur danser de joie et elle retint un soupir. Yellen immortelle, celle qui sauve les villages. Elle allait aider d'autres rumeurs à se répandre, plus conformes à l'image qu'elle voulait qu'on eût d'elle. Faut qu'on cessât de la montrer du doigt. Faut qu'on cessât de l'appeler à l'aide dès que le moindre esprit des ombres commençait à s'approcher un peu trop près d'un village. « Tu sais pourquoi je suis immortelle, petit? » Il hocha négativement la tête, comme en transe. « J'ai 2 cœurs. Le mien. » Elle tapota contre la partie gauche de son thorax. Le métal qui recouvrait ses doigts résonna contre la plaque de son armure. « Et celui que j'ai volé à un dragon qui vit loin, très loin. » Son poing se crispa au milieu de son torse.
ce cœur qui gelait doucement les flots autour d'elle depuis 3 ans, qui l'éloignait toujours plus de l'heure de son trépas pour ensuite la figer dans une immobilité glacée quand son temps se serait définitivement arrêté. Son ton se durcit et la lumière sur le visage de l'enfant disparut quand elle conclut. Je suis liée à ce dragon. Ceux qui m'embêtent, il les mange. C'est pas poli de montrer du doigt. C'est pas poli de parler de moi dans mon dos. Elle continua de fixer l'enfant droit dans les yeux, tandis que celui-ci tremblait, sur le point de fondre en larmes. Sans aucun remords pour son mensonge ou pour la peur dans laquelle elle laissait ce garçon, elle se releva sous le regard outré de sa mère et reprit sa route. Un instant, elle désira que le processus s'accélérât, que la glace recouvrit entièrement son corps en un cercueil de pureté. Il s'agirait de sa punition pour ne pas avoir su garder Ewiz, sa punition pour ne pas avoir compris ce jour-là à quel point elle avait failli condamner sa bien-aimée, à quel sort elle s'était condamnée. Et quand elle ne serait plus que gel et givre, plongée éternellement dans la même seconde étirée à l'infini, elle ne penserait plus, elle ne se souviendrait plus. Mais elle se reprit. Si douce que parut la perspective de son temps, ne s'écoulant plus, elle ne se laisserait pas charmer. Il lui restait encore l'espoir de faire revenir à elle cette étoile vers qui elle levait les yeux tous les soirs. Elle plongea une main dans sa sacoche et, du bout des doigts, effleura la bulle contenant la rose. Je vais correct avec le moral bas, mais je veux me changer les idées. Ah, ben c'est très bien, je pense. Ben, écoute, j'espère que ma lecture te fera changer les idées. De mon côté, je vais me moucher un petit peu quelques secondes et je vais reprendre ma lecture. Bon, on va reprendre la lecture. Aux abords du palais, les promeneurs devenaient beaucoup moins nombreux, ôtant un poids des épaules de Yélène. Imperceptiblement, ses muscles se détendirent. Par réflexe, son esprit se focalisa à nouveau sur le présent plutôt que sur le passé, sur le concept plutôt que sur l'abstrait. On l'avait convoqué, et nul ne refuse de se présenter quand le roi l'appelle. La rage qui bouillonnait en elle fut remplacée par la contrariété de devoir parler à quelqu'un, de devoir négocier ses termes et, sans doute, de devoir supporter l'équipe qu'on lui imposerait. Dans ces dernières rues, les bâtiments étaient devenus moins hauts et plus espacés. Plutôt que de devoir se partager 3 ou 4 étages, comme le reste des habitants de Brie-Neige, chacun de ces nantis pouvait profiter de sa propre maison, décorée d'une serre dans laquelle poussaient des plantes que ces contrées n'avaient jamais vues, arrosées par une rosée portée par les esprits du vent. Après un regard de mépris pour ces extravagances, Hélène détourna les yeux. Quand ses missions lui auraient rapporté suffisamment d'argent pour en assurer la rénovation et l'entretien, elle s'achèterait une grande maison, oui, mais dans un désert de neige et de silence où nul ne songerait à venir la trouver. Ici, la neige tombait beaucoup moins. Ces flocons avaient presque tous été remplacés par les fragments de soleil, scintillant de mille feux durant leur chute. Les habitants circulaient dans des carrosses de glace poussés par des esprits du vent. Hélène accéléra en grognant. L'accumulation des fragments aux alentours du palais était un mauvais présage. Le roi allait encore plus mal qu'il ne l'avait laissé entendre dans sa missive. Elle soupira. Acculée, il ne la laisserait pas refuser la mission. Enfin, elle parvint aux portes du palais, manoir à peine plus haut et plus épais que les maisons qui le bordaient. Il se distinguait cependant par la forêt de sapins, dans laquelle il dissimulait ses murs de pierre verte, encore une excentricité absurde, et la grille dorée qui le ceignait. Hélène avisa les deux gardes armés de hallebardes qui surveillaient l'entrée. Enfilant à nouveau sa cape, elle se dirigea vers eux, prête à leur jeter un regard assassin. Cependant, professionnels et nullement impressionnés, ils croisèrent leurs lames et soutinrent son regard. Avec un soupir, la jeune femme lâcha. Hélène, le roi m'attend. Grouillez-vous. Les deux soldats s'interrogèrent un instant des yeux, puis Hélène sortit de l'une de ses poches une petite bulle translucide et l'attendit à l'un des gardes. Il la porta à son oreille. Là, la voix du roi lui murmura le message qu'il y avait glissé, sa voix emprisonnée dans la glace éternelle. Aussitôt, les lames se décroisèrent et Hélène put avancer sans un coup d'œil en arrière. Marchant d'un pas rapide dans les jardins du palais, elle ne prit pas le temps de profiter de la douce chanson du vent qui agitait les branches des conifères, des clapotis d'une rivière coulant au loin ou de la senteur prenante des aiguilles de pin. Lorsqu'elle arriva au niveau du perron, quelques marches en demi-cercle menant à une porte surmontée d'une arche en ogive, le garde de faction lui ouvrit sans lui demander des comptes supplémentaires. Hélène passa tel un éclair.
Les couloirs défilèrent dans les bordures de son champ de vision, tandis qu'elle dévorait les distances et les escaliers. Peu lui importaient les tentures ornées de fils d'argent qui narraient la légende de l'esprit primordial ou les plus glorieuses batailles qui avaient mené à l'unification d'Elmar. Peu lui importaient les immenses fenêtres qui laissaient couler une lumière douce, mais terne, sur le parquet ou les lustres de glace figés dans l'éternité, éclairant les lieux une fois le soir tombé. Peu lui importaient les tableaux aux traits fins, les invités aux tenues raffinées, qu'elle n'hésitait pas à bousculer s'il le fallait, ou les quelques serviteurs qui lui proposaient de lui montrer le chemin. Elle était déjà venue ici pour d'autres missions, elle se souvenait de la disposition des pièces. Enfin, elle arriva devant une lourde porte à double battant de bois. Gravée sur chacun des battants, une figure mythologique. Deux dragons, aux attributs totalement opposés, le froid et le chaud, le ralentissement et l'accélération du temps. Yellen détourna les yeux. Elle ne voulait pas voir. Elle ne voulait plus voir. Alors, d'un regard assassin, elle foudroya les gardes qui, légèrement perturbés, se hâtèrent d'ouvrir les portes de la salle du trône et de l'annoncer. Le mercenaire que vous avez convoqué, Votre Majesté. Le pas de Yellen ne ralentit pas. Elle ne prêta pas attention au claquement de ses talons contre le sol, qui résonnait de manière indécente dans cette pièce royale. Sans considération pour l'étiquette, elle fixa le roi droit dans les yeux pour jauger son état à son apparence. Son visage parcouru de rides, dont l'affaissement commençait à en effacer l'ovale autrefois élégant, trahissait sa fatigue et son abattement. Ses cheveux, sa barbe et ses sourcils, laissés à l'abandon, se mêlaient en une marée d'un blanc dont la pureté aurait pu rivaliser avec celle de la neige. Ses yeux marrons, épuisés, avaient perdu leur flamme d'autrefois. Sa longue robe ocre et noire, ornée çà et là d'entrelacs dorés, semblait l'ensevelir comme un linceul et y ployait sous le poids de l'épais collier pectoral serti d'ambre qui reposait sous ses épaules. Une couronne assortie autour de son front pesait sur lui comme le poids des ans et de sa souffrance. Théobald VIII avait perdu sa splendeur d'antan. Debout derrière lui, immobile et imperturbable, un conseiller et deux soignants se tenaient prêts à le soutenir à la moindre défaillance et portaient différents parchemins, sans doute les paroles que le roi devait prononcer. Levant les yeux au ciel devant les ravages de la dépression, Yellen finit par poser un genou sur l'épais tapis bleu roi menant au trône, entre deux inconnus qui patientaient eux aussi inclinés. Une once de pitié lui avait soufflé ce geste envers le vieil homme. Cependant, elle ne jeta pas un regard aux deux énergumènes qui l'entouraient, sans doute ses futurs seconds. Elle gardait les yeux fixés sur ce monarque qui, elle espérait, n'allait pas rester amorphe tout l'après-midi et finirait par révéler la raison de cette convocation. Plus le silence durait, plus la patience de Yellen faiblissait et plus son regard se durcissait. Mais le roi finit par se saisir d'une feuille qu'on lui amenait et, d'une voix morne, déclara « Je te remercie, Yellen, d'avoir répondu à ma convocation. Vous ne serez pas trop de trois pour la mission que je vais vous confier. Yellen, tu as toujours su te montrer à la hauteur de ta réputation. Tu seras un atout indiscutable. » La mercenaire renifla. Elle n'était pas venue ici pour écouter des compliments. Alors, tandis que le roi tournait les feuilles et poursuivait son discours, elle laissa son regard errer, pour meubler le temps, sur le haut plafond en coupole décoré de fresques représentant les différentes campagnes d'Elmar. Elle n'écoutait que d'une oreille inattentive. Comme vous le savez déjà, nous autres, humains, nous sommes alliés, il y a plusieurs décennies, aux esprits du vent. Une alliance parfaitement équitable dont elle avait pu voir les bienfaits dans tout Elmar et qui avait causé le début de la chute des fragments. Nos deux communautés sont sorties grandies de cet échange. Mais cette histoire ne s'est pas du tout bien déroulée. Nous n'avons pas pu révéler toutes les conséquences de cette alliance. Car, Yellen soupira. Elle avait fini d'observer les détails de cette salle du trône, étonnamment sobre pour un palais de bris-neige. Chaque mot, chevrotant, s'étirait à l'infini. Le roi ne possédait plus assez de volonté ni d'énergie pour formuler des phrases aussi longues, et cette attente entre chaque syllabe torturait Yellen. Devoir fulminer en silence l'irritait davantage. Après cette énième phrase trop longue, elle fixa le roi dans les yeux et lâcha « Carfaced a amené votre volonté au nord. On passe à la suite? » Les deux autres convoqués tournèrent un regard surpris vers elle. Ils ignoraient ce dont elle parlait. Elle était payée pour connaître ces informations. Après quelques chuchotements derrière le trône, Théobald reprit ses explications du début et Yellen graissa des dents. Un esprit du vent, façade, n'a pas vu d'un bon œil cette alliance.
Yélène ne pouvait le blâmer. Elle aurait sans doute réagi comme lui à sa place. Il a voulu tenir tête, seul, aux humains, et a été déclaré renégat par ses pairs. L'histoire aurait pu s'arrêter là, s'il n'avait pas rejoint les esprits des ombres dans leur raid destructeur et leur haine de l'humanité. Ou si les autres esprits du vent ne s'étaient pas montrés trop naïfs pour voir qu'ils s'étaient réduits à l'état de laquais par cette alliance, se retint Yélène de marmonner entre ses dents. Et si sa soif de puissance n'avait pas fait de lui un ennemi dangereux, termina le roi. Finalement, Yélène daigna regarder ses deux compagnons. Il ne lui restait rien d'autre à faire, de toute façon. Le roi parvenait à rendre inintéressantes ces informations que d'autres auraient achetées à prix d'or. À sa droite se trouvait un grand dadais dont les cheveux châtains volvotaient jusqu'aux épaules. Un jeune collier de barbe mangeait sa mâchoire carrée et son regard noisette disparaissait sous des sourcils fournis. Malgré la rapière qu'il portait au côté, sa silhouette ne trahissait pas un corps de guerrier. Aucun muscle ne se dessinait sous ses habits et il n'émanait de lui ni l'attention ni l'attention de combattant. Cependant, la finesse de sa chemise immaculée, la délicatesse de sa tunique de cuir et de sa ceinture aux finitions dorées, ses gants montants qui faisaient bouffer ses manches et ses bottes, d'une qualité telle que Yélène ne pourrait jamais s'en offrir, révélaient sa situation on ne peut plus confortable. Ajoutant à cela le visage niais avec lequel il écoutait le roi et la confiance dans laquelle baignaient ses traits, le mercenaire le méprisa aussitôt. Alors, avec une délégation, je me suis rendu dans les contrées du Nord, là où Façade se terre. J'ai voulu négocier avec lui un armistice, lui prouver que les humains ne sont pas aussi mauvais que les esprits des ombres ne le pensent, et que, ensemble, nous pouvions travailler à trouver une solution contre l'effondrement du soleil. Les doigts de Théobald se crispèrent sous les accoudoirs de son trône et son regard se perdit dans le vide. Face à cette souffrance sincère et ignorante, Yélène retint le rictus qui naissait sous son visage. Les lèvres du roi se pincèrent quand il avoua ce qu'elle avait déjà révélé. Façade ne m'a pas répondu. Il a posé une main sous mon cœur, et il a arraché ma volonté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus qu'une loque aujourd'hui. Je ne peux plus régner correctement sans ma volonté, alors que la déliquescence du soleil se poursuit et que les attaques des esprits, des ombres, se multiplient. À ces mots, un soigneur s'approcha du roi, posa une main sur son épaule et l'enveloppa d'une douce lueur bleutée. Brièvement, une étincelle s'alluma dans son regard, et il reprit. Actuellement, mes espions m'ont rapporté que Façade retint ma volonté prisonnière dans la forêt qui pleure. Nous ignorons ce qu'il veut en faire, mais nous devons impérativement la récupérer. Il en va de la santé du royaume. Yélène, lasse de rester agenouillée, s'assit en tailleur et croisa les bras. On a bafoué ses valeurs. Les siens l'ont renié. Il les voit tous les jours en esclavage. Ses frères le haïssent. Il leur en veut et il hait les humains. C'est pas compliqué de comprendre qu'il va se venger de tout le monde. Le visage excédé, le conseiller s'avança, se planta face à Yélène et la foudroya du regard. Sans doute un nouveau pour ne pas s'être habitué à son caractère. Par l'hiver, taisez-vous, mercenaire. Qui êtes-vous pour oser parler... Ok, non, c'était tout. Ok, je pense que je m'étais trompée de personne. Par l'hiver, taisez-vous, mercenaire. Qui êtes-vous pour oser parler devant le roi sans qu'on vous donne la parole?
Qui êtes-vous pour vous croire assez intelligente pour comprendre les motivations et l'intellect d'un esprit? De quel droit? Je suis Yélène l'Immortelle, la mercenaire aux lèvres de glace. Le conseiller devint rouge pivoine. Il voulut répliquer, mais après un tout sautement, là du roi, il inclina humblement le buste et recula. Théobald se saisit de la dernière feuille et acheva. Nous n'avons pas besoin de ce genre de conflit ici. Yélène, je te prierai de ne pas outrepasser ta position et de ne pas remettre en question un traité librement signé par les deux parties. Pour en revenir au sujet de notre discussion, nous ignorons ce que Façade compte faire d'une telle puissance, mais nous ne le laisserons pas nous prendre au dépourvu. Grâce à son expérience, Yélène sera la chef de l'expédition, mais elle devra fournir un effort d'écoute et d'adaptation pour prendre en compte les capacités d'Adzil et de Wendelin. Allez-y et ramenez-moi ma volonté. Les deux inconnus hochèrent la tête, mais Yélène resta de marbre, ignorant l'ordre qui venait de lui être donné. Il lui manquait encore trop de paramètres pour se décider quant à cette mission. Elle risqua un coup d'œil à sa gauche, déjà prête à maugréer en son fort intérieur si ce second sous-fifre se montrait tout aussi inutile que le premier. Elle ne se trompa qu'à moitié. Il s'agissait d'une jeune fille, de quelques années sa cadette, vêtue des longues robes blanc et bleu des soigneurs. Yélène soupira. Au moins, elle ne devrait pas s'occuper des blessures de l'autre abruti, mais subir l'attention maternelle de cet enfant l'irritait déjà. La jeune fille gardait des traits imperturbables, son visage rond fixé vers le sol en une attitude pensive. Sous ses longs cils, on devinait mal la couleur de ses yeux. Un autre détail attira cependant l'attention de Yélène. Les cheveux blonds de la soigneuse, dont une moitié était retenue en un chignon sauvage, possédaient une longueur très inégale selon les mèches, comme s'ils avaient été coupés, signe de punition dans sa guilde, et avaient à peine recommencé à repousser. Elle avait sans doute reçu l'interdiction de les égaliser. Une criminelle, donc. Voilà qui s'avérait plus amusant. Voyant le regard de Yélène fixé sur sa voisine, le conseiller s'approcha du roi pour lui souffler de les présenter. Yélène, tu seras accompagné de Wendelin, mon chaman personnel. Et désigna du bras le jeune homme qui se tourna vers Yélène pour lui adresser un signe de tête et un sourire éclatant. Le mercenaire révisa son jugement. Il s'agissait peut-être d'un insupportable niais, mais s'il avait atteint un poste aussi haut, il se montrerait sans doute plus compétent qu'elle ne l'avait estimé. Puis le regard du roi se tourna vers son conseiller pour l'autoriser à parler. Celui-ci fixa la jeune soigneuse et assena, sévère. Adzil, nous avons déjà discuté de cet arrangement avec tes maîtres. Nous avons besoin de toi pour protéger tes deux compagnons pendant cette mission. Si vous... Ok, non, ça c'est encore le roi. Je suis encore mêlée. Adzil, nous avons déjà discuté de cet arrangement avec tes maîtres. Nous avons besoin de toi pour protéger tes deux compagnons pendant cette mission. Si vous me ramenez ma volonté, tu auras prouvé ton utilité à Elmar. Nous oublierons ton péché et nous t'autoriserons à nouveau à voir ton enfant. Est-ce clair? Adzil acquiesça, la culpabilité à présent étalée sur son visage. Le roi devait se trouver au bord du suicide pour monter cette équipe en dépit des évidences. Jamais elle ne pourrait s'entendre avec ce grand dadais de Wendelin et la fragile Adzil. Au mieux, elle pourrait arriver à les faire obéir. Elle soutint le regard du conseiller qui l'avait rabroué et cracha. Pourquoi eux? Vous ne pouvez pas y arriver seul, rétorqua l'homme, rouge pivoine à nouveau. Cela vous fera le plus grand bien d'apprendre à travailler en équipe. Si cela fonctionne, nous n'aurons peut-être plus de loups enragés qui parcourent les rues de nos villes et s'en prendre aux enfants comme eux, comme aux commerçants. Yélène haussa les épaules. Le roi avait seulement pensé mettre toutes les chances de son côté en demandant de l'aide à la mercenaire la plus réputée,
à son propre chaman et à une pauvre petite soigneuse sacrifiable qu'il fallait pourtant mettre à cette place. Il ne restait plus qu'à espérer que ce pari serait gagnant. La rage brûlant plus fort dans son cœur face à cette constatation, Yellen aurait voulu se lever et partir. Elle ne supportait déjà pas les deux autres, mais il lui restait quelque chose à marchander avant d'abandonner. Elle se tourna à nouveau vers son regard vers le roi et demanda « Adine y gagne son mioche, moins de lait vous le payerez bien, et moi dans tout ça. Vous me donnez quoi pour perdre mon temps avec ces deux-là? » Les yeux de Théobald sillèrent à peine. Il laissa un silence durer, comme s'il s'était déjà réfugié dans les tréfonds de son esprit, avant de demander, là, la déception dans son regard. « Que désires-tu? »« Vous savez ce que je cherche. Ewiz, votre mission m'éloigne de la piste des enfants d'hiver et d'étoiles. » Elle les trouverait bien plus facilement en restant à Brie-Neige, où ils avaient vraisemblablement noué des relations. Malgré tout, elle savait n'être qu'une insignifiante mortelle à leurs yeux, à qui ils n'accorderaient pas d'entrevue sans raison valable. Mais au moins, si elle refusait la mission, elle n'aurait pas traversé Elmore en vain et pourrait reforcer leurs portes. Le roi acquiesça. Un conseiller vint jusqu'à lui, lui souffla quelques phrases à l'oreille et repartit. Les yeux dans le vague, Théobald semblait chercher ses mots. La guilde des fils et filles, n'est-ce pas? Ta notoriété a beau grandir de jour en jour, je ne crois pas qu'ils daigneront te parler. Tes histoires de cœur ont été la cause de la fuite et de l'inactivité de l'une des leurs. Tu n'es pas en odeur de sainteté auprès des flots. Yellen crispa son poing contre la froideur du sol. Comment ce roi grabataire osait-il lui renvoyer ses erreurs ainsi, en plein visage, lui qui était réduit à mendier de l'aide pour pouvoir régner correctement? Elle plissa les yeux et se força à inspirer calmement pour juguler la rage flamboyante en elle, qui lui dictait d'aller saisir ce veilleur par le col et de lui dire tout le bien qu'elle pensait de lui. À la place, elle hocha lentement la tête, signifiant qu'elle écouterait cette proposition, et jeta des coups d'œil en biais à ses compagnons pour vérifier leur réaction. Adil gardait les yeux rivés vers le sol, humble. Le regard de Wendelin alternait entre Yellen et le roi au gré de leur conversation. Toi qui te bats contre un prétendu esclavage des fils du vent, alors que les concernés n'ont jamais semblé aussi heureux. Tu ne bougerais pas le petit doigt pour tes frères humains? Yellen haussa les épaules. Le roi marqua une pause, le regard dans le vague, avant de reprendre. Mais, comme tu l'as si bien souligné, il est injuste que tu sois la seule de l'équipe à ne rien recevoir en retour. Je vais donc accéder à ta demande. Si tu reviens victorieuse de cette mission et que tu me remets ma volonté, je te promets que je parlerai de toi aux fils et filles. Silence. Yellen se mordit l'intérieur de la joue. À cet instant, elle aurait pu le supplier. J'intercéderai en ta faveur pour que tu puisses discuter avec eux. Le cœur de la jeune femme battit plus vite. Une lueur d'espoir venait de naître. Cet entretien devenait la clé de sa renaissance. Elle pourrait supplier ses magiciens d'aller parler à sa promise et de la convaincre de revenir parmi les vivants. Votre Majesté, je me permets de vous interrompre, mais tant que nous y sommes, pouvons-nous profiter de la grande puissance de cette équipe que vous venez de constituer pour aller combattre le roi des ombres? Ainsi, nous sommes presque assurés de notre victoire contre cette maléfique engeance. C'est une occasion à ne surtout pas laisser passer. Yellen haussa un sourcil, amusé par la naïveté de Wendelin, et continuait de fixer le roi de son regard empli d'enthousiasme et de son sourire éclatant. S'il les imaginait capables de le vaincre à trois l'ombre à la tête de ses raids menés contre l'humanité depuis tant de décennies, pauvre enfant. La mercenaire renifla en remarquant le visage qu'Adzil avait relevé du sol à ces mots, plein d'admiration pour ce prétendu courage qui confinait plus à la bêtise qu'à la bravoure. Le roi, heureusement, ne partagea pas cette exaltation. Il posa un regard las sur son chaman et souffla. « Non, Wendelin, concentre-toi sur ta mission. Ça suffit comme ça. » Au lieu de baisser les yeux et d'accepter les semonces sous-entendus, Wendelin accentua encore son sourire et répliqua. « Bien, Votre Altesse,
Nous mettrons tout notre cœur dans cette mission primordiale pour la survie d'Elmar et Yellen s'impatientait et voir ce manque de tenue impressionner cette jeune imbécile d'Adzil fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. D'un geste sec, elle se releva, posa tour à tour les yeux sur ses seconds pour leur signifier qu'elle prenait la tête de la mission, puis tourna à nouveau vers le roi, le gratifiant d'une inclinaison de buste. Le temps presse, on part maintenant. Gwendolen posa sur elle un regard outré, mais Adzil ne broncha pas. Elle semblait partager ce sentiment d'urgence. Elle se leva et vint se placer derrière Yellen. Celle-ci se focalisa sur le roi. Il ne lui restait plus assez de force pour se formaliser d'un tel manquement à l'étiquette. L'entrevue avait très certainement vidé toute l'énergie mentale dont il disposait pour cette journée. Il se contenta donc de hocher la tête et de les bénir, tandis que Gwendolen se levait à son tour. Allez-y, et que la neige vous guide vers un futur meilleur. Après les dernières salutations, alors que Yellen avait déjà tourné le dos à leur souverain, ils quittèrent le palais pour retrouver la lumière et les flocons de brilles neige. Une fois dehors, le mercenaire jeta un regard à la bulle contenant la rose et son cœur battit plus vite. Le rouge des pétales s'était intensifié. Le nombre des épines avait diminué. Elle se trouvait sur le bon chemin.